Et si l'avenir des entreprises se jouait dans ce qu'elles ont de plus vivant? Moi, c'est Johan Darkest, et dans Capital Humain 3.0, je vous embarque pour une nouvelle ère où le potentiel humain devient le moteur de la transformation. Des idées concrètes, des voix inspirantes, des clés pour attirer, développer et fidéliser autrement. Parce qu'au cœur de la performance durable, il y a vous, moi, nous. Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast où le cœur et le cerveau battent à l'unisson. Bonjour à toutes et à tous, chers explorateurs du vivant, et bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui vous emmène aux confins de la conscience humaine et des organisations. Alors aujourd'hui, c'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est le fruit d'années, voire peut-être de décennies d'investigations, d'échanges, d'interviews, de contacts, pour relier la science et la conscience, et des sujets qui me passionnent et que j'aime bien ramener dans le champ de l'entreprise. Alors j'ai intitulé cet épisode « L'entreprise unifiée, de la physique quantique aux nouvelles dynamiques humaines ». Donc aujourd'hui, je vous propose un voyage un petit peu particulier, un voyage, je dirais, entre science, management et spiritualité, un espèce d'épisode pont entre l'infiniment petit et l'immensément grand, le collectif. Alors pour commencer cet épisode, pour moi c'était une évidence. Je suis depuis des années les travaux d'un physicien, plus que d'un physicien, d'un spécialiste sur différentes sciences, qui est Nassim Haramein. Alors je vais partir d'une phrase, d'une citation de Nassim Haramein qui est très évocatrice et pour poser le cadre un petit peu de cet épisode. Alors je cite Nassim Haramein. La science moderne s'est longtemps concentrée sur l'analyse des systèmes en les décomposant. Mais à la pointe de la physique, une nouvelle perspective émerge, celle qui voit l'univers comme un système profondément interconnecté. Voilà sa citation. Donc on parle de science unifiée, de systèmes interconnectés. Et c'est super important pour comprendre ce qui va suivre. Donc la question que je me pose, c'est que est-ce que cette perspective, elle pouvait transformer nos façons de manager, de travailler, même tout simplement de vivre ensemble dans l'entreprise. Alors, déjà, je dirais une chose, c'est que c'est une science qui change de paradigme. Donc longtemps, la science, elle a cherché à comprendre en séparant, en dissociant, à isoler les composants d'un système pour mieux les analyser. C'est ce qu'on appelle la pensée réductionniste. Alors tout ça, c'est l'héritage de Descartes, de Newton, et d'une époque surtout où l'univers était vu comme, on va dire, comme une machine. Voilà. Mais aujourd'hui, ce paradigme, il s'effondre complètement et on le voit autour de nous. Et la physique quantique, elle a ce côté positif dans son évolution, c'est qu'elle nous montre que l'observateur modifie l'observé. C'est une notion très intéressante qui n'est pas forcément très connue du grand public, mais qui est fondamentale en termes de découverte. Et oui, l'observateur modifie l'objet observé. Alors que deux particules séparées par, on va dire, même des années-lumière, eh bien, elles peuvent rester connectées. En fait, l'idée qui est derrière, c'est que tout ce qui existe en lien. Tout est interconnecté, interrelié. Et ça, aujourd'hui, la science l'a montré et ça ouvre des perspectives immenses. Donc Nassim Haramein, lui, il va encore plus loin. Pour lui, l'univers, il est fractal, holographique. Et ce qui sous-tend en fait ces modèles, c'est une géométrie sacrée. Et l'univers est régi par la résonance et l'auto-organisation. Il n'y a pas simplement une séparation réelle. D'ailleurs, il n'y a pas une séparation réelle. C'est seulement des motifs qui se répètent de manière fractale depuis le noyau atomique, l'infiniment petit, jusqu'aux galaxies. Et surtout, il y a un point clé qui est sous-jacente à ce modèle, c'est la cohérence.
Ce n'est pas un hasard ou un effet secondaire, c'est l'essence même, ou je dirais plutôt même le socle même du vivant. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, cette notion de science unifiée, elle n'est pas portée que par Nassim Haramein, elle est portée aussi par plein d'autres voix. Ce n'est pas le seul à proposer une science de l'unité. Pour citer d'autres personnes, d'autres chercheurs illustres, il y a eu David Bohm, physicien quantique, qui parle d'un ordre implicite, et dans lequel chaque fragment contient l'information du tout. On parle le tout dans le tout. Tout est inclus dans le tout. Donc dans chacune de nos cellules, toutes les informations de l'univers sont incluses dans chacune de nos cellules. Ça a l'air hallucinant à voir, à comprendre comme ça. C'est ce qu'ont mis en évidence plusieurs scientifiques, dont David Bohm. Ensuite, on a, qui c'est que je vous ai noté, Erwin Laszlo. Alors lui, c'est un philosophe et un penseur systémique. Et il a développé la notion, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont initiés, la notion de champ akashique. Et la notion de champ akashique, c'est un espèce de champ informationnel cosmique qui relie tout ce qui est, toutes les informations, du plus petit au plus grand. Toutes les informations c'est comme si c'était un super ordinateur, super disque dur qui contenait toutes les informations de l'univers et auquel on pouvait avoir accès en permanence. Ensuite, Rupert Sheldrake. Alors, excusez-moi pour la prononciation. Lui, son postulat, c'est l'existence de champs morphogénétiques. Alors, ça me a l'air un petit peu complexe comme ça, mais vous verrez, c'est pas si complexe que ça. Ces champs, ils permettent une transmission de comportements et de formes au sein des espèces. C'est comme si les espèces étaient connectées à un champ, avec un champ d'information et de comportement, et qui vient se charger sur les structures de l'ADN de chacune des espèces, de chacun des règnes. Autres scientifiques, je les ai regroupés parce qu'ils abordent la même notion, c'est Greg Braden, Lynn Taggart, et puis Bruce Lipton. Alors ces trois, eux, ils ont une approche, une vision d'une nouvelle carte du réel. Une carte où la matière, la conscience, l'énergie et l'information forment un seul et même tissu vibrant. Et nous passons donc de la dissection à l'intuition, de l'analyse froide à l'écoute des motifs profonds. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'entreprise, hein. De plus en plus, le contexte sociétal et l'évolution de la maturité des organisations nous ramènent à sortir des approches très robotisées, mécanisées, et d'aller chercher un champ beaucoup plus subtil, avec des liens beaucoup plus profonds, subtils, systémiques, interconnectés, et des liens de causalité entre de tous ces liens. Donc voilà, ça, ce sont des notions importantes. Après, ce que je voulais aborder avec vous, je suis passionné d'histoire, mais en étudiant un peu l'évolution de la science et de la conscience au fil des siècles, il y a un personnage qui m'a interpellé, c'est John Dee. Et lui, John Dee, c'est la même chose. Pendant très longtemps, on était sur des constructions de la vision du monde où tout était interrelié. Donc du coup, à la période de la Renaissance, il y a eu toute une scission où beaucoup approchaient l'univers d'une manière par îlots, segmentée. Et un homme incarne une tentative d'unifier la science et la mystique, c'est John Dee. Lui, il était mathématicien, astronome, conseiller de la reine Élisabeth Ier, et c'était aussi un alchimiste et un kabbaliste. Donc il faisait des études très profondes et très complexes sur les origines du monde, sur l'héritage en fait des anciennes civilisations et de tout ce qu'ont les tribus primales, tous les savoirs profonds de l'univers et les imbrications de toutes les sciences pour comprendre cette vision du monde. Et c'est lui que la reine Élisabeth appelait affectueusement 007. C'est de là que le film est venu, parce que lui était aussi un espion pour la reine.
Donc ceux qui sont passionnés de Mission Impossible et de James Bond, l'origine du film, c'est ça. Voilà, c'est l'histoire de John Dee. Alors John Dee, lui, rêvait d'un savoir total où les mathématiques rejoindraient les anges. Un savoir où l'invisible et le visible dialoguent. Tout est interconnecté, encore une fois de plus. Donc il y a de nombreux auteurs aujourd'hui qui existent, qui sont penchés sur l'histoire, les travaux et le legs de John Dee. Et tous montrent combien John Dee a influencé les grands esprits scientifiques. Bien que son nom, il a été occulté de l'histoire officielle. On le retrouve pas trop dans l'histoire officielle. Et d'ailleurs, le grand public ne le connaît très peu. Voilà. À part quelques historiens qui sont penchés là-dessus, mais très peu de gens le connaissent. Donc, vous voyez, dans l'évolution de notre vision de la société, la science a joué un rôle clé, et la manière dont la science s'est dissociée ou s'est unifiée des champs alors pas forcément du mystique, on peut appeler ça comme ça, en tout cas de l'héritage des anciennes civilisations en termes de connaissance de l'univers, de la cosmologie, de l'infiniment petit. Mais on a déjà connu cette période-là. Et là, on arrive à une fin de période où la science est en train de s'ouvrir, se connecter vers la notion de science unifiée. Donc la question que je me pose, c'est et si nous réhabilitions cette alliance oubliée entre intuition, rigueur scientifique, entre mystère et structure? Ça pourrait être, à mon sens, c'est une question centrale, et pour moi, c'est à travers cette question que se jouent les grands changements de paradigme de ce monde, sociétaux, et bien évidemment dans l'entreprise. Alors je vais ramener tout ça dans le champ de l'entreprise, pour être concret, et parler des notions d'intrication et de mimétisme organisationnel. Alors, préparant ce podcast, je me suis, je me suis interloqué, pas interloqué, mais comment dire, ce que j'ai trouvé de fascinant, c'est que cette logique d'intrication, elle se retrouve par parfait mimétisme dans nos entreprises. Bien évidemment, on le retrouve dans la nature, mais on retrouve aussi dans nos modèles sociétaux humains, et par holographie aussi, par mimétisme, si on peut, pour faire raccourci, dans nos entreprises. Pendant longtemps, on a structuré les organisations comme des machines, avec, pour donner des exemples, des services cloisonnés, des objectifs isolés, une communication hiérarchique verticale. Et ce modèle fonctionne tant que l'environnement, il est stable. Et aujourd'hui, l'évolution de notre société fait que le contexte est très mouvant, très fluctuant, et il évolue très 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 rapidement, à des niveaux de vitesse qui n'ont jamais été connus sur une proche période. Donc dans ce monde incertain, complexe et interconnecté, ce modèle par îlot s'effondre. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. C'est pour ça que la société, notre civilisation se sent aussi si mal. C'est parce qu'on se rend compte que notre façon de penser, notre vision du monde, qui était valable par le passé, sur un modèle du monde stable, aujourd'hui il est plus adapté. Et donc les gens se sentent dans un tiraillement, et les dirigeants, les managers, et puis bien évidemment la société civile, se sentent tiraillés par un modèle sur lequel on s'appuie, sur lequel on a pensé pour nous, qui n'est plus adapté. Et donc il y a une envie, et certains expérimentent de nouvelles tentatives de création de modèles, et ils s'appuient notamment sur cette histoire, sur justement cette autre vision du monde qui est existante par le passé, où tout était interconnecté, et avec une approche beaucoup plus holistique des problématiques, des sujets, de notre façon de voir les choses, et notre façon aussi de résoudre les problématiques. On le voit de plus en plus aujourd'hui dans la manière de traiter les problèmes. On est passé des approches organisationnelles avec des démarches d'amélioration continue,
Après, on a parlé de QVCT, qualité de vie, conditions de travail. Puis là, on parle aussi d'adéquation entre performance économique, performance sociale. On voit que petit à petit, on est en train d'essayer d'unifier des pièces du puzzle qui étaient approchées par silos, de manière segmentée, et qui n'étaient plus efficaces pour piloter et avoir une vraie une stabilité, une pérennité dans l'efficacité des organisations. Donc nous avons besoin d'organisations qui sont vivantes, résonantes. Donc on passe de modèles où l'information circule librement, où les rôles, on va dire, sont émergents et surtout le leadership, il est partagé, distribué, co-développé. On peut prendre l'exemple, j'ai en tête, en faisant quelques recherches, j'ai vu que plusieurs entreprises, donc notamment Patagonia et Buurtzorg aux Pays-Bas, mais ces entreprises ont adopté une structure organique fractale, c'est-à-dire qu'elles s'auto-organisent et elles se nourrissent du feedback en continu. Ça, c'est le pilier de leur développement et de leur amélioration. Et donc, elles incarnent cette géométrie vivante que la science moderne commence tout juste à comprendre. Donc, et ce n'est que le début. Alors, une autre partie que je voulais aborder avec vous, qui est en lien, c'est le capital humain, bien évidemment, parce qu'on vous aide sur le podcast Capital Humain 3.0. Et le capital humain, je voulais le voir comme un champ de résonance. Donc, appliqué au domaine des ressources humaines, ce paradigme, il change tout. On ne parle plus que de gestion du personnel, mais de cultiver un champ relationnel. Pour moi, c'est ça la nouvelle dimension des RH. Cultiver un champ relationnel. Le manager, il devient un facilitateur d'énergie, comme une espèce de tisserand, voilà, un tisseur de liens. Et l'équipe devient un système vivant, dynamique, où l'intelligence collective, l'écoute active surtout, la régulation émotionnelle deviennent clés. Pour moi, c'est ça l'évolution des systèmes dynamiques RH. Et donc les pratiques changent. La co-création de la stratégie avec les collaborateurs. Donc on assiste à ce changement de pratique. Des feedbacks ouverts, des rituels de parole, des cercles de codécision, des approches de co-développement. Donc tout ça est en train d'accompagner en fait ce changement de paradigme. Et puis une gouvernance par consentement, avec davantage d'écoute du vivant, d'intégration du ressenti, des signaux faibles, du champ du subtil. Et ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité pour survivre dans l'ère du, entre guillemets, pour faire provocateur, l'ère du chaos et l'ère de la crise. Et comme on sait, chaque nouveau modèle est précédé par des périodes de crise qui permettent de défragmenter un nouveau modèle, ouvrir à la réflexion, laisser émerger de nouvelles idées pour construire des nouveaux paradigmes et bâtir une stabilité jusqu'à après une nouvelle crise, etc. Et là, aujourd'hui, on est dans des crises systémiques parmi peut-être la plus profonde qu'on ait connue, parce qu'elle touche la crise du sens. La crise du sens et rejoint la crise du sens de notre existence, du pourquoi on fait les choses. C'est pour ça que c'est aussi difficile, mais c'est aussi vertueux, et ça nous permet aussi d'avoir un apprentissage en tant qu'humanité sur ce que notre degré de maturité et pour arriver à évoluer vers une civilisation beaucoup plus vertueuse et beaucoup plus reliée à tous les règnes et beaucoup plus épanouissante globalement. Donc on voit qu'on est dans une société en pleine mutation profonde. Et ce que nous vivons, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas juste une crise de plus. On en a eu des crises précédentes, mais on est dans un vrai changement de civilisation. On passe on considère qu'il y a eu 5 civilisations avant nous, et on entre dans une 6e civilisation. Pour ceux qui s'intéressent à l'anthropologie, et voilà, moi c'est mon cas,
à l'histoire de l'évolution des humanités, il y a eu des points marquants avec des cycles d'humanité, avec des âges, on appelle ça les cycles de l'humanité adamique, avec 4 âges: l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de fer et l'âge d'airain, l'âge d'airain et l'âge de fer, qui correspond à chaque fois à des paliers et des pics d'évolution de conscience. Le pic d'or étant le plus élevé, le niveau d'élévation de conscience plus important, jusqu'à où la vision de la société est connectée, interreliée, beaucoup plus en harmonie. Et ensuite, à chaque fois, on rentre vers une prédominance égotique où l'individualisme règne et vient petit à petit éloigner la vision de l'humanité et la vision du monde de l'interconnexion. Et là, on arrive dans la fin de l'âge de fer. Si vous suivez les calendriers, les cycliques des humanités, on rentre vers la fin de l'âge de fer, le début du nouvel âge d'or. Alors c'est sans faire il y a beaucoup de détracteurs qui rentrent dans l'ésotérisme, on n'est pas là-dedans, mais quand on discute avec des anthropologues, ils reconnaissent en fait ces phases de maturité, de déclin, de maturité, de déclin. Et là, on rentre dans des périodes charnières. Voilà. Et donc, nous passons de la société industrielle, dans une logique robotisée, à une société du vivant. C'est ça qui est intéressant, ce changement-là. Une société où la réussite ne se mesure pas à l'accumulation, mais à la qualité de la circulation. Voilà. D'idées, d'émotions, d'énergie, de vision. Et l'entreprise du futur, elle sera régénérative. Moi, j'aime beaucoup ce terme-là. Il y a 2 termes que j'aime beaucoup, c'est la reliance à tout et la régénération. Et l'entreprise du futur sera régénérative parce que reliée à tout son écosystème et consciente de son rôle dans l'évolution collective. C'est ce qui est en train de déjà se passer, on le voit avec l'environnement, on le voit avec plein d'autres choses, avec l'ouverture des parties prenantes dans une société où on réfléchit à l'ensemble des parties prenantes qui sont acteurs de l'écosystème. Donc cette vision, c'est l'entreprise qui ne sera plus une structure fermée, mais un organisme vivant, interconnecté à plus grand que lui. Voilà pour cette partie-là. Et je vais conclure parce que du coup on avance vite dans le podcast et puis c'était juste pour introduire une nouvelle notion. Alors à la lecture de tout ça, on pourrait se dire que retenir de tout cela? Mais que la cohérence, c'est le principe sous-jacent à toute chose. Que nos entreprises, elles sont comme nos cellules. Elles ont besoin de résonance, de reliance, de sens. Et il est temps d'écouter les motifs profonds. De repenser le management non pas comme un contrôle, mais comme une danse. Voilà. Comme une danse où il y a un mouvement, une fluidité, une cohérence, une liaison avec chaque danseur. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette émission, qui est importante. Tout ce que je vous ai dit ne relève que de ma vision, et ces propos n'engagent que moi. Mais voilà, c'était pour vous le partager parce que ça pourra peut-être nourrir des réflexions chez vous. Et moi, j'aime bien être pragmatique. J'aime bien m'ouvrir à des compréhensions subtiles, à la systémique, mais j'aime bien être pragmatique. Et donc, j'ai déjà réfléchi à des approches pratico-pratiques qu'on a dans l'entreprise de ce changement. Et donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin avec moi, mais contactez-moi et puis nous pourrons échanger et partager sur tous ces sujets. Merci d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui et si cet épisode vous a inspiré, partagez-le, commentez-le, incarnez-le. Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous dans Capital Humain 3.0. Je vous remercie beaucoup et prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir embarqué avec moi dans Capital Humain 3.0. Si cet épisode vous a inspiré,
partagez-le et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains. On se retrouve très vite pour explorer ensemble d'autres façons de remettre le potentiel humain au cœur de la transformation. À très bientôt et d'ici là, faites battre le cœur de vos organisations.